Bonjour à tous et bienvenue dans cette 64e vidéo de la série 100 jours avant la prépa. Alors si vous connaissez pas cette série de vidéos, je vous invite à regarder en plus de celle-là les précédentes, enfin disons, même s'il reste un petit peu moins de temps forcément de quand même en regarder quelques-unes, il y a quand même encore un bon mois avant la rentrée. Pour tous les autres, je vais corriger les exercices que j'ai donnés hier dans la vidéo précédente sur les trois notions d'injectivité, surjectivité et bijectivité. Premier exercice, je vous donnais des exemples d'applications, et il fallait que vous me disiez si elles étaient injectives, surjectives ou bijectives, et éventuellement restreindre l'ensemble de départ et d'arrivée pour qu'elles le soient. Bon, les deux premiers exemples sont quand même assez relativement élémentaires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester d'abord si la première fonction est injective. Alors, comment est-ce qu'on teste l'injectivité d'une fonction? Eh bien, on regarde si f de a égale f de b implique a égale à b. Ici, f de a égale f de b, c'est-à-dire a plus 1 égale à b plus 1, ça implique évidemment a égale à b. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière, on a bien la fonction f qui est injective. Alors évidemment, a et b appartenant à l'ensemble de départ qui est n. Donc a et b appartenant à n, f est injective. Alors la surjectivité maintenant. Eh bien la surjectivité, est-ce que tous les antinaturels sont atteints par la fonction n plus 1? Eh bien en l'occurrence, non, pas 0. 0 ne peut pas être atteint. Donc 0 n'a pas d'antécédent, ce qui est assez problématique. Parce que votre fonction n'est pas surjective, il y a un élément de l'ensemble d'arrivée, 0 en l'occurrence, qui n'a pas d'antécédent. Alors comment restreindre pour que ce soit surjectif? Surjectif, le problème c'est que là, il y a des éléments qui ne sont pas atteints. Donc en fait, il suffit de les enlever de l'ensemble d'arrivée. Mais l'ensemble d'arrivée, c'est n, le seul élément qui n'a pas d'antécédent, c'est 0. Et donc si on définit la fonction qui a... Alors la fonction, cette fois-ci, qui part toujours de n, on ne modifie pas l'ensemble de départ, mais qui au lieu d'arriver dans n, arriverait dans n étoiles, donc n privé du 0, toujours la même fonction, qui a n associé n plus 1, et bien cette fois-ci, cette fonction, elle est bijective. Alors pourquoi est-ce qu'elle est bijective? Parce que, quel que soit le n appartenant à n étoiles, en l'occurrence, si n est plus grand que 1, eh bien, il suffit dans ces cas-là de prendre n-1 comme antécédent, et là ça marche. Là, on a le droit de dire n-1, parce que n est plus grand que 1. Et elle est toujours injective pour les mêmes raisons que précédemment. Disons que tant qu'on n'a pas modifié... En fait, si on a une fonction qui est injective, tant qu'on ne rajoute pas des éléments dans l'ensemble de départ, elle sera toujours injective. Donc maintenant, même question avec la même application, mais cette fois-ci de z dans z. Alors au niveau de l'injectivité, je ne vais pas dire que ce qu'on a prouvé suffit, mais en fait c'est exactement la même chose. Je vais mettre idem parce que la preuve est la même. Ça ne veut pas dire que quand c'est la même fonction et qu'on a injectivité dans un ensemble, on l'a forcément dans un autre, attention, mais c'est juste que là en l'occurrence la preuve sera exactement la même. Et au niveau de la surjectivité, qu'est-ce qu'on aurait? Eh bien, au niveau de la surjectivité, il faut prendre un y appartenant à z. Soit y appartenant à z. Alors qu'est-ce qu'on pose? On pose x égale à y moins 1, y moins 1 appartenant à z, et f de x égale y. Parce que f de x est y moins 1, enfin, pardon, x est y moins 1, donc f de x ce serait y moins 1 plus 1 égale y. Donc, en fait, f est injective, f est surjective, donc f est bijective. Tout simplement. Alors, deuxième fonction, là, ça va être un peu plus technique. L'idée, ça va être de voir que cette fonction, elle n'est pas forcément bijective, mais justement d'essayer de comprendre comment on pourrait la rendre bijective. Et c'est pas forcément évident. Alors, en l'occurrence, cette fonction, on voit tout de suite qu'elle n'est pas injective. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas injective? Bon, c'est la fonction carrée dans C qui prolonge la fonction carrée dans Z. Donc en particulier, on a f de 1 qui est égal à f de moins 1. Mais même si on part du côté des nombres complexes, on a par exemple f de i qui est égal à f de moins i. Et en fait, je vois bien que quand je prends un nombre et son opposé, en fait, en mettant au carré, ça va pas forcément être très arrangeant, je vais me retrouver avec le même carré. Donc il faudrait que je me débrouille pour prendre le plan complexe, l'ensemble des nombres complexes, mais ne pas prendre les opposés.
Alors une autre manière de voir, ce serait de passer par, enfin disons peut-être la manière la plus simple d'exprimer le carré d'un nombre complexe, c'est en passant par sa forme exponentielle. Si je prends un z appartenant à C, eh bien je sais qu'il existe R appartenant à R+, son module, et θ appartenant à l'intervalle 0 ou l'intervalle 0,2π par exemple, sa mesure principale. Alors c'est vrai que généralement la mesure principale on prend plutôt entre moins π et π, donc on va faire ça comme ça, entre moins π et π, tel que z est égal à R EIθ. Donc ça voilà, c'est une propriété sur les nombres complexes. Il y aura l'occasion plus tard d'une vidéo sur les nombres complexes, mais ça c'est quand même une propriété qu'on peut utiliser, elle est supposée connue. Et que devient f de z dans ce cas bien particulier? Eh bien f de z, c'est égal à r carré e de 2iθ. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait que la fonction f n'est pas injective? En fait, si vous prenez un r et un θ, alors la fonction qui a r associée r carré est-elle injective? Alors en général, la fonction carré n'est pas injective sur R, mais en l'occurrence, là, j'ai une condition particulière qui est que mon module est dans R+. Et en l'occurrence, la fonction qui prend un R dans R+, et qui renvoie R carré, elle est injective. Pourquoi? Parce que si vous avez, mettons, R1 au carré qui est égal à R2 au carré, ça veut dire que R1 est égal à plus ou moins R2, donc vous pouvez tout mettre d'un côté, factoriser grâce à l'identité remarquable, mais en l'occurrence, comme R1 est positif et R2 est positif, bien la seule possibilité, c'est R1 égale à R2. Ou alors, éventuellement, si on a R1 qui est égal à moins R2, ça veut dire que, enfin, disons si on a R1 qui est égal à moins R2, mais que les deux doivent être positifs, c'est-à-dire que le R1 vaut R2 vaut 0, mais dans tous les cas, on a R1 qui vaut R2. Maintenant, le problème de quelque chose qui n'est pas injectif, alors la fonction qui prend un angle et qui associe son exponentielle complexe, ça aussi c'est injectif. C'est-à-dire, vous voyez bien que quel que soit le... Alors bien sûr, c'est injectif pour θ appartenant à moins pi. Donc c'est-à-dire, la fonction qui a θ associe EIθ, donc il suffit simplement de voir le cercle trigonométrique pour s'en rendre compte, cette fonction-là aussi, elle est injective. Alors attention, je ne suis pas en train de dire forcément qu'en multipliant des fonctions injectives, on peut en conclure qu'on a une fonction injective, mais ce sont les briques qui vont nous aider pour notre démonstration. Le problème, c'est qu'il y a une fonction qui n'est pas injective, c'est la fonction qui prend un θ de moins pi jusqu'à pi, et qui va associer, regardez, 2iθ. Là. Donc en fait, c'est la fonction qui va associer 2θ, elle n'est pas injective. Enfin, c'est pas une interrogation, c'est même, on sait qu'elle n'est pas injective. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas injective? Alors, elle n'est pas injective modulo 2π. Donc en fait, c'est pas vraiment la fonction qui a θ associe 2θ, ça va plutôt être la fonction qui a θ associe ei 2θ. Celle-là, elle n'est pas injective. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien avoir... En fait, qu'est-ce qui fait que, mettons, si vous avez θ et θ', tel que eiθ', enfin ei2θ', pardon, est égal à ei2θ. Si vous avez ça, la seule chose que vous pouvez dire, c'est que 2θ' est congru à 2θ modulo 2π. Et en fait, alors, les règles sur les congruences, si vous ne les connaissez pas, vous imaginez que quand il y a une congruence modulo 2π, c'est-à-dire que ça égale à ça plus 2kπ. Mais en fait, on voit qu'on peut tout diviser par 2, et à la fin, ça nous donne que θ' est congru à θ modulo pi. Donc en fait, si on a deux angles qui sont séparés de pi, eh bien, en fait, on va avoir ei de θ' qui est égal à ei de θ. Et donc, en fait, on se retrouvera automatiquement avec une fonction carrée qui n'est pas surjective. Enfin, qui n'est pas injective, pardon. Donc, une solution, ce serait de prendre le plan complexe, par exemple. Donc là, vous imaginez votre plan complexe qui est là. L'idée, ce serait de prendre certains nombres complexes, mais de ne pas prendre le nombre, enfin, disons, qui aurait le même module, mais un argument opposé. Donc, autrement dit, par exemple, si je choisis ce nombre complexe, bah, il ne faut pas que je prenne celui-là. Autrement dit, il ne faut pas que je prenne son opposé. Donc ce que je peux faire, c'est restreindre l'ensemble de départ
par exemple, à cette partie du plan complexe. Alors, il faut faire attention parce qu'en fait, dans ces cas-là, si je prends cette partie, je pourrais décider, par exemple, de prendre cette demi-droite là, et dans ces cas-là, il faudrait que j'exclue tout ça. Ça, je pourrais pas le prendre. Disons, je prendrais, à la limite, alors évidemment c'est continu, hein, ça se voit pas trop, mais il faudrait vraiment que je prenne pas la droite, réelle, du côté des nombres négatifs. Donc une manière de définir ça, le domaine qu'on pourrait définir, par exemple, ça pourrait être, là, celui que j'ai hachuré en rouge, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme REIθ, avec, alors pas de condition particulière sur le rayon, le module, pardon, R appartient à R+. Par contre, on pourrait imposer que θ soit dans l'intervalle 0, pi. Et dans ces cas-là, la fonction qui a z appartenant à à ce domaine D, la fonction qui a z appartenant à D qui associe z carré, celle-là, elle sera injective. Alors, comment est-ce qu'on peut affirmer avec certitude qu'elle est injective? Eh bien, si on me dit que z est égal à z carré, ça veut dire que EI de θ' est égal à EI de θ, et donc ça veut dire nécessairement que θ' est congru à θ modulo pi. Mais comme θ' ne peut pas être égal à... Enfin, disons que comme l'intervalle des modules qu'on considère, c'est entre 0 et pi, la seule possibilité, c'est que θ' soit égal à θ. Donc ça veut dire qu'on aurait θ' égal à θ, et forcément on aurait r carré prime qui serait égal à r carré, et dans ces cas-là, mais comme cette fonction-là est injective, ça pose pas de problème. Donc si on restreint, là on a quelque chose d'injectif. Alors maintenant au niveau de la surjectivité, parce que ça c'est un petit peu le risque quand on restreint l'ensemble de départ, c'est finalement se retrouver quelque chose qui n'est pas surjectif. Mais en l'occurrence, si je prends un nombre complexe y appartenant à C, eh bien je peux écrire que y c'est REIθ, où R appartient à R+, et où θ appartient à... Alors, moi, regardez, j'aimerais bien à la fin avoir quelque chose entre 0 et pi. Donc ici, je vais dire que je prends la mesure de mon angle entre 0 et 2 pi. J'ai le droit de prendre une mesure d'argument entre 0 et 2 pi. Et bien dans ces cas-là, je vais poser... Alors, il faut quand même l'écrire quand je pose quelque chose. Donc je vais poser z égale à racine de r exponentielle de i θ sur 2. Alors ce nombre complexe, il appartient bien à mon domaine D, parce que regardez, le rayon est bien positif, racine d'un nombre positif, et comme θ appartient à 0,2 pi, eh bien j'ai bien θ sur 2, alors on voit pas très bien, j'ai bien θ sur 2 qui appartient à 0 pi. Donc je suis bien dans mon domaine D. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a f de z qui est égal à z carré, qui est égal à REIθ, qui est égal à y. Donc ma fonction est surjective, et donc en fait ma fonction qui est là, disons la restriction que j'avais faite de ma fonction à mon domaine, celle-là est bijective. Alors ensuite, fonction tangente. Donc la fonction tangente, peut-être première approche assez intuitive, c'est déjà de faire la représentation graphique. C'est quand même une fonction réelle, donc profitons-en. Donc la fonction tangente, sans forcément rentrer dans les détails, là il y a le 0. Alors on va faire des graduations de tous les pi sur 2. Donc là on a pi, hop hop, pi sur 2, moins pi, enfin moins pi sur 2, moins pi, etc. Et en fait, la fonction tangente, qu'elle va faire, c'est qu'à chaque fois, alors en fait, la tangente, c'est sinus sur cosinus, donc à chaque fois que vous allez tomber sur un 0 du cosinus, c'est-à-dire pi sur 2 modulo pi, ça va partir à l'infini. Donc la fonction tangente, elle fait quelque chose d'un petit peu comme ça. Et puis ensuite, elle repart. Hop. Donc la fonction tangente, alors connaissez, enfin si vous connaissez pas l'allure, c'est quand même pas mal de l'avoir en tête, essayez de trouver quelque part où elle est mieux dessinée, parce que là c'est évidemment pas très précis, mais on voit quand même tout de suite que cette fonction n'est pas injective. Par exemple, le nombre réel qui est là, il est atteint plusieurs fois par les mêmes, par des valeurs différentes. Donc elle est évidemment pas injective. Et en fait, en faisant la représentation graphique, on va même pouvoir voir assez facilement comment est-ce qu'on pourrait la rendre injective. Donc elle n'est pas injective, par exemple, parce que f de 0, qui vaut 0, est égal à f de pi. Par contre, si je restreins un domaine, bah là par exemple je peux prendre une des branches. Si je prends le domaine le plus simple, généralement c'est là-dessus qu'on définit la tangente, c'est moins pi sur 2, pi sur 2. Et bien là, elle est injective a priori.
Alors comment le prouver? Eh bien là, je vais utiliser la dérivée. Donc, alors, j'écris pas, mais la fonction tangente est dérivable sur son domaine sur ce domaine-là, comme quotient de fonction dérivable dont le dénominateur ne s'annule pas. Et pour tout x appartenant à ce domaine, qu'est-ce que c'est la dérivée de la tangente? Bah, la dérivée de la tangente, donc ça c'est une formule qu'il faut connaître, c'est 1 sur cos carré de x. Donc c'est strictement positif. Donc ça veut dire que la tangente sur mon intervalle est strictement croissante et donc injective. Bah oui, c'est injectif, parce que, alors on avait fait la démonstration dans la vidéo de cours, mais en fait, à partir du moment où f de a à partir du moment où a est différent de b, donc soit plus grand, soit plus petit, eh bien f de a va être soit plus grand qu'f de b, soit plus petit qu'f de b, mais ça peut pas être égal. Alors maintenant, qu'en est-il de la surjectivité? J'ai quand même l'impression que sur ma branche, là, je pars à moins l'infini, je reviens et je vais à plus l'infini. Donc a priori, j'ai quand même l'impression que c'est bon au niveau de la surjectivité. Mais c'est pas forcément suffisant, il faudrait le prouver. Donc ce qu'on va prouver, c'est déjà les limites. Donc la limite quand x tend vers pi sur 2. Alors évidemment, je mets pas pi sur 2 moins, parce qu'en fait, moi, je considère que là, mon domaine, je me suis restreint à ça, là, pour l'instant. Disons, à partir du moment où j'ai défini mon domaine, moi, je me restreins à ce domaine-là. En fait, ce qui se passe à côté, on s'en moque. Donc quand je parle de la limite vers pi sur 2, c'est évidemment que en arrivant par la gauche. Parce que quand on arrive de l'autre côté, ça m'intéresse pas. Donc la limite quand x tend vers pi sur 2 de la fonction tangente de x. Alors bon, je peux quand même mettre un moins pour expliquer que j'arrive quand même vers pi sur 2 par valeur inférieure. Eh bien, c'est la limite quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure de sinus de x sur cos de x. Sauf que ça la limite, c'est 1, et ça, la limite, c'est 0 plus. Donc, par quotient de limite, cette limite, c'est plus l'infini. De la même manière, la limite quand x tend vers moins pi sur 2, et cette fois-ci, je mets un plus parce que j'arrive par la droite, donc par valeur supérieure, de la tangente, c'est moins l'infini. Et donc, en fait, là, c'est simplement une application du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, je crois qu'on avait fait cet exercice-là dans les vidéos sur la continuité, mais si vous avez une fonction qui a une limite en moins l'infini, une limite en plus l'infini, vous pouvez dire en fait qu'elle atteint n'importe, et qu'elle est continue, bien sûr, par le théorème des valeurs intermédiaires, vous pouvez dire qu'elle atteint n'importe quelle valeur. Alors, bon, je vais pas forcément... Bon, je peux quand même rappeler l'argument, parce que le théorème des valeurs intermédiaires, en fait, c'est très bien, mais il nous dit que n'importe quelle valeur doit être atteinte. Enfin, il nous dit par exemple, il faut qu'on ait quand même deux valeurs bien spécifiques, deux images bien spécifiques, et qu'ensuite tous les nombres qui seront compris entre ces deux images seront atteints. Mais nous, on sait que la limite, c'est plus l'infini. Donc en particulier, quel que soit y appartenant à R, en fait, on peut dire, bah, il existe, je sais pas, bah, si y est positif, comme la limite c'est plus l'infini, ça veut dire qu'il existe un état plus grand que 0, tel que si, alors pour tout x bien sûr dans le domaine, si x moins pi sur 2 est plus petit que état, alors f de x est plus grand que a, enfin, est plus grand que y, et de la même manière, bah, en fait voilà, c'est f de x plus grand que y, et si on est en moins l'infini, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on peut trouver aussi un état. Alors en particulier, ça veut dire que, par exemple, si on prend, je sais pas, ça veut dire qu'on pourra trouver on pourra trouver un f de x qui est plus grand que y. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut trouver f de quelque chose, f de n'importe quoi. Par exemple, on peut trouver f de x0 qui est plus grand que y. Et en l'occurrence, comme f tend vers moins l'infini en moins pi sur 2, ça veut dire qu'il existe un deuxième état, tel que si x moins pi sur 2, donc plus pi sur 2, est plus petit que état prime, alors on a dans ces cas-là f de x qui est strictement inférieur à moins y. Donc à tout nombre. Disons que comme la limite c'est moins l'infini, c'est-à-dire qu'on peut trouver une précision, un état à partir duquel, dans l'intervalle proche de moins pi sur 2, on sera en dessous de n'importe quel nombre négatif. Et donc en particulier, ça veut dire, voilà, je ne fais pas le détail, je donne un petit peu l'idée, hein,
mais on peut trouver un x1 tel que f de x1 soit plus petit que moins y, et donc forcément, comme y est compris, enfin y sera dans l'intervalle f de x1, f de x0, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existera un C appartenant à x1, x0, tel que f de C est égal à y. Donc en fait, on a montré que c'était surjectif. Mais voilà, si je passe un peu vite sur ce genre d'argument, évidemment, si vous voulez savoir ça voir plus en détail comment ça fonctionne, reprenez bien les vidéos sur la continuité. Et donc on a montré là que la fonction tangente était surjective, et donc la fonction tangente restreinte à moins pi sur 2 est bijective. Alors deuxième exercice un peu plus théorique sur la manipulation des définitions, mais pas forcément plus compliqué. Montrer que si g rond f est surjective, donc la composée de g et de f, c'est-à-dire vous appliquez d'abord, donc vous avez x appartenant à E, vous allez appliquer f, vous allez avoir f de x appartenant à f, et vous allez rappliquer g, et vous allez avoir g rond f de x appartenant à l'ensemble grand G, et bien montrer que si g rond f est surjective, alors g est surjective. Et en fait, comment est-ce qu'on montre que g est surjective? G, en fait, il faut prendre un y appartenant à g, soit y appartenant à g. Mais sauf que regardez, g rond f, toute cette fonction-là, là, elle est surjective. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que g rond f est surjective? Eh bien, ça veut dire que notre y en particulier, il est atteint par g rond f. Donc, ça veut dire qu'il existe un x appartenant à E, tel que g rond f de x égale y. C'est-à-dire que tout y va être atteint par g rond f. Sauf que g rond f de x, qu'est-ce que c'est? C'est g de f de x. Sauf que ce f de x, ici, il appartient à f. Donc, ça veut dire qu'on a bien g de quelque chose qui est égal à y. Donc, g est surjective, tout simplement. Maintenant, montrer que si g rond f est injective, alors f est injective. Eh bien, pour montrer que f est injective, on prend AB appartenant à E, tel que f de A égale f de B. Mais g rond f est injective, donc si f de A égale f de B, l'idée un peu naturelle, ce serait de passer à g rond f. Donc en fait, on va dire que g de f de A est égal à g de f de B, ça j'ai le droit, par définition d'une fonction. Donc g rond f de A est égal à g rond f de B. Et donc, ensuite, comme g rond f est injective, A égale à B. Ici, l'argument que j'ai utilisé, c'est g rond f injective. Et comme si f de A égale f de B, alors A égale à B, c'est-à-dire que f est injective. Alors, vous pouvez éventuellement réfléchir à des contre-exemples à la réciproque de cette propriété. En l'occurrence, si je ne vous ai pas demandé de montrer l'implication, c'est qu'il y a des contre-exemples, et vous pouvez même en trouver des assez simples. Donc voilà, c'était pas un exercice qui était forcément très compliqué, hein, même si ça semblait un petit peu théorique avec des composés, en fait, vous voyez que quelque part, il était même plus simple que le précédent. Alors en exercice bonus, je vous propose un autre exercice théorique, cette fois-ci, qui manipule un peu les notions image directe, image réciproque, et injectivité, surjectivité. Donc vous devez montrer que pour tout A, pour tout sous-ensemble de E, si f-1 de f de A est égal à A, ça veut dire que f est injective. Alors évidemment, il faut que cette propriété soit vraie pour tout A, enfin si et seulement si f est injective, et de la même manière, pour tout B appartenant à l'ensemble d'arrivée, enfin inclus dans l'ensemble d'arrivée, pardon, f de f-1 de B égale à B, ça veut dire que f est surjective. Donc essayez de voir, alors voilà, vous essayez de faire votre démonstration, vous dites, bon par exemple je vais supposer que c'est injectif, je vais essayer de montrer qu'il y a bien l'égalité des ensembles, et en fait vous allez voir peut-être qu'à certains moments ça va coincer, et que là il va falloir utiliser les hypothèses. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice bonus, c'est vraiment un exercice assez intéressant, assez classique, et c'est pas forcément très compliqué, c'est de la manipulation de définition. Donc quand même, donnez-vous la peine de bien chercher ce genre d'exercice, là ça commence quand même déjà à ressembler un petit peu à ce que vous pourrez avoir quand vous arriverez en prépa. Voilà, alors je vous souhaite bon courage pour cet exercice-là, et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de la théorie. Allez, à bientôt.